Vue du ciel, Mayotte ressemble à un champ de ruines. 3 jours après le passage du cyclone Chido, l'archipel de l'océan Indien est dévasté. Les vents, jusqu'à 220 km/h, ont tout emporté sur leur passage. Les rares sinistrés que nous avons pu joindre sont encore sous le choc. Ça a été vraiment l'enfer sur Terre. Vraiment, on n'a même pas osé ouvrir les baies vitrées. On entendait, en fait, on sentait la maison qui bougeait, alors que c'est une maison plutôt solide, construite en parpaing, béton, et puis la toiture en béton. Heureusement, parce que on a vu à côté des tôles, des toitures entières avec la charpente à être arrachée, et puis comment s'envoler comme ça à plusieurs dizaines de mètres. Sur place, les Mahorais manquent de tout: eau potable, nourriture et denrées essentielles, suscitant l'inquiétude. Les gens sont angoissés parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. On s'inquiète même sur la nourriture. On se demande si on va pouvoir avoir de la nourriture par la suite. Et donc il y a un problème d'électricité, tout est coupé, les fils sont par terre, des poteaux électriques tombés sur des maisons. De leur côté, les secouristes sont à pied d'œuvre pour remettre en état les infrastructures. 70 à 75% des routes sont actuellement praticables, mais seuls 20% du réseau téléphonique fonctionne encore. Au-delà du matériel, l'urgence est de venir en aide aux milliers de blessés et retrouver les disparus. Les autorités redoutent plusieurs centaines, voire des milliers de morts. Grâce à un pont aérien depuis La Réunion, l'État promet l'arrivée de 1000 secouristes supplémentaires à Mayotte d'ici à demain. Gendarmes, sécurité civile, militaires sont tous mobilisés pour renforcer dans l'esprit qui était le nôtre d'envoyer sur place d'ici mercredi à peu près 1000 personnes sur zone. Face à ce qu'il qualifie de tragédie, Emmanuel Macron a annoncé qu'il prévoyait de décréter un deuil national et qu'il se rendrait prochainement à Mayotte. La France sera-t-elle à la hauteur de cette catastrophe? On en débat tout de suite avec le lieutenant-colonel David Hanotel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Arnaud Gossement, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, avocat en droit de l'environnement et professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Avec nous par téléphone également la sénatrice Renaissance de Mayotte, Salama Ramia, qui est sur l'île de Petite-Terre, Sophie Dravinel. Bonsoir Sophie, éditorialiste politique, et on attend d'ici quelques minutes Céline Soula, journaliste au pôle Outre-mer de France Télévisions. Je commence avec vous, Salama Ramia. Est-ce que vous m'entendez déjà, puisque vous êtes avec nous par téléphone? Oui, bonsoir, oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Quelle est la situation? On est plus de 3 jours et demi après le passage du cyclone. C'est toujours le chaos sur place? Alors les choses commencent un peu à s'améliorer. Jusqu'à, je dirais, ce matin, oui, c'était un peu l'inquiétude parce qu'il n'y avait ni à boire, ni de nourriture, et ni, évidemment, pas de réseau de communication. Heureusement, depuis ce matin, dans certains quartiers, l'électricité a pu être remise. De l'eau, on l'a toujours pas malheureusement, et le réseau est toujours catastrophique. Voilà. Maintenant, par contre, on sent monter la violence parce que jusqu'à présent, je dirais les voyous, ces voyous qu'on avait, je dirais, avant l'événement, c'est un peu calmé. Et aujourd'hui, ils ont recommencé. Alors, ils ont d'abord commencé à attaquer les magasins, donc qui étaient détruits, mais maintenant ils s'attaquent aux maisons. Donc voilà un peu la situation, c'est un peu le chaos. Quand même, le soir, on a quand même cette peur de la sécurité. On y reviendra évidemment, et vous êtes avec nous pendant tout ce débat. Salama Ramia, j'accueille Céline Soula, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au pôle Outre-mer de France Télévisions. Vous êtes mahoraise, vous avez vécu votre enfance à Mayotte. J'imagine que vous avez beaucoup de liens, même si c'est très difficile de téléphoner, parce que le réseau téléphonique est en grande partie par terre. C'est quoi votre sentiment et peut-être le retour des gens, des amis, de la famille que vous avez là-bas? Le sentiment, c'est les retours, c'est que, bonsoir tout le monde, c'est que c'est vrai que c'est très difficile parce que bon, maintenant, tout le monde se dit, il y a eu cette catastrophe, il faut maintenant nettoyer, ranger, se débrouiller, etc. C'est l'après. Je pense que les gens ont très peur de, qu'est-ce qui va. J'ai entendu
voilà ce que disait Mme Ramia. C'est vrai que voilà, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va s'en sortir? Comment on va manger? Comment on va dormir? Voilà, c'est l'angoisse. En fait, là, c'est vraiment c'est l'angoisse de demain, des jours à venir. Et ça, c'est vraiment le sentiment, mais pour tout le monde, hein, qu'on soit dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers non défavorisés. C'est le sentiment aujourd'hui global, c'est qu'allons-nous devenir? Oui, alors dans ce débat, il y a eu évidemment cette question du court terme et puis on se projettera aussi sur la reconstruction parce qu'il y a ce défi immense qui attend la France et pas seulement les Mahorais évidemment dans les prochains mois. David Hanotel, il y a combien de personnels de la sécurité civile qui sont déjà sur place? Et là, on entendait le ministre des Missionnaires aux Outre-mer parler de 1000 personnes attendues dès demain. Alors là, ça englobe les militaires aussi. Ça va être quoi le dispositif? Là, à l'heure actuelle, effectivement, et ça rejoint un petit peu les propos de Madame la sénatrice. Il y a une petite évolution depuis ce matin parce qu'il y a encore du monde qui est arrivé sur Mayotte, sur Petite Terre, et qui, pour une partie, a réussi à rejoindre Grande Terre. Donc on est environ sur 250 à 300 forces sécurité civile et sapeurs-pompiers, donc qui ont procédé, ça a été évoqué également, au dégagement des actes de circulation, commencé à faire des reconnaissances. Mais malheureusement, la priorité, elle est, c'est ce qui est évoqué également, hein, sur le rétablissement des réseaux d'électricité. C'est primordial pour en plus ensuite envisager la suite. Les réseaux de télécommunications, parce que c'est vital pour les forces de secours, mais également pour la population. Ça participe également à leur mieux-être, même si la situation est compliquée. Et puis ce pont logistique qui doit s'installer. Donc on va être progressivement, le chiffre de 800 avait été évoqué de forces sécurité civile uniquement, avait été évoqué. On va être progressivement sur ce chiffre-là à la fin de la semaine. J'entendais les premiers sapeurs-pompiers envoyés là-bas, ils partent en autonomie, c'est-à-dire ils partent avec de la nourriture, de l'eau, de quoi tenir si on n'arrive pas à... Tout à fait, on est sur une autonomie de 1 à 3 jours. Après, il y a un système qui a été mis en place avec le hub logistique construit sur l'île de la Réunion, où une fois qu'ils sont à la Réunion, de toute façon, il y a un stop obligatoire. Donc, ils sont équipés s'ils n'ont pas assez de rations de survie. Et ensuite, lorsqu'ils sont basculés sur Mayotte, ils ne seront envoyés que s'il y a des capacités de ravitaillement. Et là, on fait le lien également avec la problématique de la distribution de l'eau et de l'alimentation pour la population, qui est l'un des éléments, avec la prise en charge sanitaire, qui est l'un des éléments les plus importants et les plus nécessaires à mettre en place dans les plus brefs délais. Évidemment, le risque sanitaire, ce sera l'un des thèmes, l'un des chapitres de ce débat. Arnaud Gossement, c'est trop tôt pour faire le lien entre cette catastrophe et le réchauffement climatique. Je sais que les gens de Météo France travaillent à ça. C'est trop tôt pour le dire. Oui, Météo France s'est exprimé par la voix de Cécile Geoffray pour dire qu'aujourd'hui, c'était encore trop tôt pour faire le lien avec le changement climatique. Mais cet épisode cyclonique, qui est un épisode rare, hein, puisque d'une telle violence, le dernier date de 1934, cet épisode cyclonique intervient dans un contexte de changement climatique où d'autres épisodes très intenses ont déjà été qualifiés comme une conséquence du changement climatique. Donc en fait, l'ensemble de ces événements existent à part entière, mais ils sont souvent plus intenses, plus fréquents, plus dévastateurs. Et encore une fois, il faut faire la part entre ce qui est de l'ordre du climat et ce qui est de l'ordre au sol de l'État, de l'urbanisme, des infrastructures. Évidemment que c'est un territoire vulnérable, on en reviendra. Et lorsque vous avez un cyclone qui passe sur un territoire qui est aussi fragile et vulnérable, ça n'a pas les mêmes conséquences que s'il passait sur un territoire plus riche, mieux doté, plus entretenu aussi que celui-ci. Les images que vous projetez parlent d'elles-mêmes. Il y a quand même une pauvreté et une précarité de l'habitat qui a contribué à aggraver le bilan. Oui, on y reviendra en détail là-dessus parce que ça me semble être un élément très important. C'est, je le disais, très difficile de communiquer avec Mayotte. Démonstration, témoignage, on l'a déjà entendu dans notre sujet d'ouverture, mais c'est une autre séquence qui est vraiment parlante de Fatihou Ibrahim, qui est président du collectif des citoyens de Mayotte. C'est très difficile d'avoir du réseau ici. Je suis actuellement sur un point de vue à Andrema, dans les hauteurs de Andrema, dans la commune de Bandrabois, parce que c'est au nord-est, hein, parce que c'est le seul point en fait où on a du réseau. Et comme vous pouvez le voir, tous ces véhicules qui sont derrière moi, partout en fait, c'est des véhicules de personnes qui sont venues pour donner des nouvelles à leur famille, parce que tout simplement en fait ailleurs on n'a pas de réseau. Et donc les gens sont venus ici. Nous au nord, moi j'habite au nord-ouest dans la commune de Mtsangamouji, et là-bas c'est totalement sinistré. Avec des toitures cassées, des véhicules qui sont cassés, des toitures qui ont été carrément arrachées par le vent.
Voilà, Fatih Ibrahim qui a été joint par Jonathan Dupriez. Sur qu'est-ce qu'on peut dire de l'aéroport, Soula? Il est opérationnel, il ne l'est pas du tout? Il n'y a plus de tour de contrôle. Hein. Les avions commerciaux n'atterrissent pas, ne peuvent pas y aller. Et là, il y a les avions militaires parce que c'est différent. Ça s'est géré autrement. Mais sinon, là, tout est à l'arrêt. On ne peut pas. Il n'y a pas d'aéroport. La traversée de barge, du Nil, de la petite terre à la grande terre ou vice-versa, quasiment est à l'arrêt. Les routes, on commence à déblayer un petit peu. Mais ça veut dire qu'il y a des villages qui sont totalement coupés dans lesquels là, par exemple, j'ai pas réussi à joindre. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas réussi à joindre. Je voyais, là, il parlait de M'Tsangamouji. Moi, mon frère habite à Mjago, c'est au nord, là, tout au nord, de Mayotte. Ça fait partie des zones où je n'ai pas eu de nouvelles depuis que ça a commencé. Ouais. J'ai vu qu'il a essayé de m'appeler, allô, moi, je n'ai pas réussi, quoi. Donc c'est parce qu'on n'a pas accès. Des routes sont dégagées, mais pas totalement. On peut pas. Et on le voit, les antennes téléphoniques, soit elles sont tombées, soit elles ne sont pas alimentées en électricité. Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez ou pas communiquer. Et si vous communiquez, c'est 3 secondes à peine. Parce que alors, si vous voulez appeler plusieurs personnes, c'est très compliqué. C'est une gestion de survie. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Vous parliez, David Hanotel, d'un pont aérien. Alors, rentrons un peu dans le détail. Comment s'organise-t-il déjà? Comment va-t-il être organisé? Alors, il est organisé depuis le week-end dernier, avec dans un premier temps les avions de la sécurité civile, puis des avions militaires. Donc, tout d'abord, pour la plupart, un départ de France, très concrètement, Orléans-Roissy, vers l'île de la Réunion. Un stop sur l'île de la Réunion, puisqu'il y a quand même des moyens présents, sécurité civile, militaire, sur l'île de la Réunion. Du complément logistique, si besoin, et du transfert d'un avion à un autre. Et ensuite, un deuxième départ vers Mayotte. Par exemple, les moyens qui sont partis dimanche soir d'Île-de-France ont atterri lundi matin à l'île de la Réunion et n'ont pu atteindre Mayotte que ce matin, pour ensuite aller sur Grande Terre dans l'après-midi. Donc il y a également ce délai à chaque fois. Donc il y a plusieurs rotations. Le ministre hier a évoqué jusqu'à 10 rotations en fin de semaine qui vont être installées avec des moyens militaires, mais également des avions civils affrétés par la France. Donc ça va accélérer le rythme, mais tout ça prend du temps. Et malheureusement, la population, elle n'a plus envie d'attendre. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à installer cette machine, la mettre en route. C'est en train de se faire. Mais ça nécessite encore quelques heures, et c'est le cas également pour l'acheminement de l'ESCRIM, qui est l'hôpital de la sécurité civile, qui devrait être mis en œuvre en fin de semaine. Mais il y a l'acheminement des hommes et l'acheminement du matériel qui prend du temps. Il faut identifier le terrain sur lequel le poser et l'installer, mais ça se fera jeudi ou vendredi. Je reviens vers vous, Salama Ramia. Vous êtes d'ailleurs, je crois, pas très loin de cet aéroport. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réponse de l'État à l'instant T, on est 3 jours et demi après le passage du cyclone, et de la réaction des habitants de votre archipel? Alors, pour être honnête, actuellement, il y a une grosse déception de la population, une grande... Alors, comment vous dire ça? Parce que je l'ai vécu hier. Hier, par exemple, j'avais des familles qui sont dans des hébergements, ces centres d'accueil, et qui n'avaient pas mangé depuis le cyclone. Et c'est vrai qu'on me dit, il y a ce point aérien qui est en train de se mettre en place. Je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est maintenant que les gens ont besoin de manger. J'ai des enfants qui ont besoin de lait, par exemple, etc. Et aujourd'hui, même si des choses se font, mais sur le terrain, on ne le voit pas. La nourriture n'est pas là, l'eau n'est pas là. Donc il y a cette urgence-là. Ensuite, au niveau de l'aéroport, j'y étais tout à l'heure, comme je suis à 2 minutes, et je suis d'ailleurs allée voir la Croix-Rouge, qui là aujourd'hui a pu dépanner, en tout cas au niveau lit, parce qu'on avait dans tous les centres d'hébergement de tout Mayotte, beaucoup de personnes, donc dormaient à même à terre. Mais là aujourd'hui, il y a la Croix-Rouge qui a commencé en tout cas à fournir ces lits, des couvertures, du matériel. Donc là, pour nous, ça nous a permis de montrer que ça arrive, mais c'est vrai que pas suffisamment vite pour la population. Nous, en tant qu'élus, on est vraiment, je dirais, agressés. Nous, on est là, on essaye de réconforter,
on joue notre rôle, hein, mais on voit cette peur de demain, comment je vais me nourrir, comment je vais faire. Voilà. Arnaud Gossement, il y a partout en France des plans de prévention des risques. Alors, est-ce que là, il était forcément inadapté? Est-ce que c'est lié aussi à cette pauvreté de Mayotte dont vous parliez tout à l'heure? Alors, il faut faire très attention à ne pas nourrir la moindre polémique qui ne manqueront pas de naître ultérieurement, malheureusement, et d'avoir du respect pour les personnes touchées, les victimes et le drame qu'elles vivent actuellement, qui est absolu. On parle quand même de plusieurs centaines, voire certaines sources, milliers de morts, des personnes qui cherchent encore leurs proches, etc. Donc on voit poindre les polémiques sur l'alerte. Alors les services météorologiques ont indiqué qu'il y avait une infime probabilité que cet événement, non pas se produise, mais passe à cet endroit-là. Donc c'est difficile aussi de prévoir ce type d'événement. Leur intensité aussi est difficile à prévoir. Donc il faut faire attention de ne pas accuser Météo France comme on l'avait fait par exemple au moment des inondations à Cannes il y a quelques mois avec une polémique qui était un petit peu stérile. Et la deuxième problématique aussi par rapport à ce type d'événement, c'est que nous sommes dans l'urgence. Les plans de prévention, c'est bien gentil, mais c'est sur du long terme. Alors après, je ne parle pas des plans par exemple qui permettent aux secours de s'organiser, déblayer des routes, etc., etc. Les plans de prévention, c'est plus à long terme. Mais on sait que les instruments sont totalement insuffisants. Le fonds Barnier, par exemple, qui permet de répondre aux catastrophes naturelles, est insuffisant. Le taux d'assurance dans ce type de territoire est très bas, donc les gens ne font pas reconstruire avec des polices d'assurance, c'est certain. Et puis surtout, on en parlait avec vous, monsieur, le problème dans ce type de situation d'urgence, c'est valable en métropole, c'est que le réflexe premier et bien humain des personnes qui sont touchées, c'est de reconstruire leur maison. Et vous le voyez bien sur ces images, reconstruire une maison en tôle, en fait, c'est faire perdurer le problème. Qu'est-ce qu'on fait pour, non pas interdire aux personnes de reconstruire, mais à la fois leur permettre de reconstruire un abri où il y a un affect aussi, qui est bien légitime, et en même temps ne pas reconstruire la situation telle qu'elle était avant, parce qu'on sait aussi que ce type d'événement, malheureusement, va se reproduire. On va avoir à nouveau des problèmes, sachant qu'à Mayotte, excusez-moi, il y avait d'autres problématiques d'eau, d'assainissement qui étaient déjà qui existaient déjà auparavant. Vraiment, il y aura un chapitre sur la reconstruction et l'état de l'île, donc on va en parler en détail, mais peut-être sur la puissance de ce cyclone, je crois, Céline Soula. Seul vous disiez 1934 tout à l'heure, donc seuls quelques très vieux Mahorais ont pu vivre un phénomène similaire, et il n'y avait sans doute pas ce tissu d'habitat précaire, de bidonville. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi, entre-temps, il y a eu quelques cyclones très très légers, entre il y a 90 ans et maintenant. Il y a eu quand même, moi-même quand j'étais enfant, il y a eu des petits cyclones qui étaient effectivement, qui passaient... Voilà. Mais c'est vrai, la différence aujourd'hui, ce sont les infrastructures, c'est le matériel utilisé. C'est vrai que les cyclones qui sont passés avant c'était des maisons en terre, un peu comme les maisons normandes en torchis, avec de la paille et de la terre. C'était l'habitat traditionnel, avec des toits végétales, avec des feuilles de cocotier tressées. Donc c'était ça le toit. Donc même s'il y avait des grands vents qui n'étaient quand même pas très très énormes, ça tombait devant la maison, ça blessait personne, les maisons ne tombaient pas, il pleuvait et c'était terminé, il n'y avait pas de blessés, on reconstruisait tout ça, on attendait que ça se passe, etc. On ne voyait pas ces images avec des dégâts, avec des tôles, des bouts de bois, des clous, de la ferraille, etc. Ça n'existait pas. Donc, il y a eu effectivement c'est une zone quand même où il y a des... on est en période cyclonique. Voilà, tout simplement. Et les vents violents, c'est courant. Mais c'est vrai que les dégâts n'étaient pas pareils parce que les constructions résistaient. Il y avait beaucoup moins de monde aussi. Il y avait beaucoup moins de monde. Les maisons, c'était des petites maisons très, très sommaires, mais avec des matériaux de la terre, ça résistait. Ou avec des matériaux en tout cas qui étaient en bambou, ça tenait. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est ça. Donc il y a un surnombre. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de monde et construit il n'y a pas de fondation, il n'y a rien. Ce sont des maisons posées, c'est des tôles posées. Vous soufflez dessus et c'est terminé. C'est ça le drame aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué rapidement et on va s'y concentrer un peu plus en détail. Les risques sanitaires, manque d'eau potable, dégâts dans l'hôpital aussi. Écoutez, le président de la Croix-Rouge française qui liste les défis à relever.
Nous avons là un événement qui dépasse ce que nous avons connu avec Irma, avec Hugo et les cyclones qui ont pu affecter nos territoires ultramarins. Nous avons près de 400 volontaires sur place et nous avions envoyé des équipes prépositionnées avant l'arrivée du cyclone. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de faire une évaluation et d'avoir un regard complet sur la situation. C'est un véritable défi logistique. Toute la difficulté aujourd'hui que nous rencontrons, c'est évidemment de faire cheminer, que ce soit des unités de traitement d'eau, que ce soit un hôpital que nous avons sur place modulaire, que ce soit évidemment des bâches, que ce soit des tentes pour la mise à l'abri. Et on a une forme d'étranglement. Et donc tout ça va se lever dans les jours qui viennent, heure après heure, jour après jour, et on va pouvoir intervenir beaucoup plus. Et j'accueille Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. L'archipel qui risque de connaître une grave crise sanitaire. Oui, premier symbole de ce risque sanitaire, l'état de l'hôpital de Mayotte. Il a été en partie détruit, comme vous le voyez sur ces images, détruit par les intempéries, avec des zones essentielles de l'hôpital touchées comme la réanimation, les urgences et la maternité. De nombreux couloirs ont été inondés. Alors le centre hospitalier fonctionne toujours, mais dans des conditions très dégradées. Beaucoup de centres médicaux de l'archipel sont inopérants, ce qui va poser des problèmes de prise en charge des patients qui ont besoin de soins, en lien ou non avec le cyclone. Et un hôpital de campagne va être monté dans les prochains jours à Mayotte grâce aux forces de sécurité civile. On va écouter un infirmier-pompier sur cet hôpital de campagne. Le but, c'est de monter un hôpital de campagne à l'identique d'un hôpital français, en partant des urgences jusqu'au bloc opératoire et à la stérilisation, avec un pôle mère-enfant, des sages-femmes, des puéricultrices, de la réanimation, etc. Autre enjeu sanitaire majeur dans les prochaines heures, l'accès à l'eau potable. Oui, alors dans le département le plus pauvre de France, avant le cyclone, il y avait déjà un problème d'accès à l'eau potable. Mais là, actuellement, cet accès est considérablement réduit. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, hier, qui expliquait que le dispositif de traitement de l'eau allait se remettre en route, mais qu'il fallait attendre quelques jours. Au moment où je vous parle, l'usine de dessalement a été remise en route à Petite Terre. Petit à petit, sous 48 heures, ces usines de traitement de l'eau potable fonctionneront à peu près à hauteur de 50% de leur capacité. Et d'ici une semaine, le préfet de Mayotte nous indiquait ce soir qu'on pourrait même atteindre 95%. Et c'est d'autant plus important, Alexandre, que ça a un lien avec le risque de voir certaines maladies se propager. Et oui, et la maladie qui est la plus redoutée en ce moment à Mayotte, c'est le choléra, puisque le choléra se propage par l'eau et les aliments souillés, d'autant que l'archipel a été touché cette année par une épidémie de choléra qui a fait 5 morts entre le mois de mars et le mois de juillet dernier. Et dans une étude qui date seulement de quelques jours, des chercheurs de l'Institut Pasteur ont mis en évidence dans cette zone géographique une souche du choléra très résistante aux antibiotiques. Et puis des cas de dengue, de chikungunya ou encore de rougeole pour les jeunes enfants sont aussi susceptibles de se multiplier dans l'archipel. Merci beaucoup Alexandre. David Hanotel, je me tourne vers vous sur cette usine de potabilisation de l'eau. Donc vous l'avez évoqué rapidement, mais dans le pont aérien dont on parle, il y a la volonté de construire cette usine, c'est ça? Non, ça c'est l'usine qui est déjà en place sur Mayotte, mais effectivement dans le cadre des moyens engagés et dès le début, dès dimanche, des moyens de potabilisation de la sécurité civile ont été envoyés et seront capables de sortir entre 200 m3 et 250 m3 par jour, ce qui est très bien, mais se pose derrière la problématique de la distribution. Donc, ils ont pour ambition de s'appuyer sur les communes pour pouvoir créer des points de collecte, mais on en revient quand même sur des difficultés pour pouvoir acheminer l'ensemble de ces stocks d'eau qui seront produits chaque jour. Et il y a également des bouteilles d'eau, on parlait je crois de 20 m3 20 tonnes hier qui devaient être acheminées par jour de La Réunion vers Mayotte, mais là aussi on est vers une distribution nécessaire qui complexifie les choses. Donc le but c'est aussi à un moment donné de retrouver de l'eau à son robinet. Oui. Salama Ramia, à quel point la peur des maladies est présente aujourd'hui sur l'archipel? Elle est très forte puisque
dans toutes les rues, sont remplies donc déjà de toutes ces arbres qui ont été coupés ou arrachés, et maintenant se rajoutent les déchets de tous les jours, les poubelles, donc ça passe par-dessus. Ensuite, vous avez les tôles qui se mettent à côté, et donc quand il a plu, par exemple hier il a plu, donc du coup vous avez sur toutes les tôles, évidemment, voilà, tout est humide, etc. Donc les gens ont peur, en sont conscients. Et aujourd'hui, j'ai eu des habitants, c'est vrai, qui m'ont même dit, ils ont peur par rapport au fait qu'ils ont appris qu'il y aurait peut-être des personnes qui auraient été enterrées aussi, puisque apparemment tout ne serait pas déclaré. Mais ils ont aussi cette peur en disant, voilà, est-ce que ça aussi, ça ne va pas aussi apporter d'autres maladies. Mais il y a cette grosse crainte de crise sanitaire. Les gens sont très conscients. Côté de l'hôpital, Salama Ramia, comment les blessés, puisqu'on a vu des images d'un hôpital qui est en partie détruit, comment les blessés les plus graves sont-ils pris en charge aujourd'hui? Alors, moi, je suis en petite terre et comme ça a été dit, on est complètement coupé de la grande terre. Donc, par contre, nous, on a un petit hôpital. Enfin, c'est plus un dispensaire que nous avons en petite terre. Il a eu quelques dégâts, quelques dégradations, mais il fonctionne. Donc, c'est là où se rendent les personnes. Merci beaucoup. La mission des pompiers, de la sécurité civile en général, qui est envoyée à Mayotte, c'est évidemment de sauver des vies, David Hanotel. Mais ils vont devoir aussi compter les morts. Vraisemblablement, il faut se préparer psychologiquement. On veut garder espoir, on veut continuer à être le plus optimiste possible. On a vu sur certains événements des personnes qui étaient retrouvées vivantes de nombreuses heures, voire plusieurs jours après. Maintenant, on est sur un habitat particulier. Il y a très peu de bâtiments en dur. Et de ce qu'on entend de droite et de gauche, comme vous tous, on entend la Croix-Rouge qui cherche ses bénévoles, on entend la Fondation des apprentis d'Auteuil qui cherche aussi leurs permanents. Effectivement, on a du mal à ne pas y penser, mais les secours ont été envoyés, ils vont faire le maximum pour s'investir et pour trouver des personnes à sauver, des personnes à secourir, parce qu'il y a également des petites blessures qui peuvent s'infecter derrière, et donc on aura cette problématique-là. Ils vont faire leur maximum. Mais est-ce que ça peut être aussi un choc pour eux de se dire on est face à ces images-là qui rappellent plutôt, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, les pays les plus pauvres de la planète, et on est dans un département français. C'est exactement ce que je disais avec monsieur en aparté, où je pense que pour eux, de faire cette liaison, ils viennent de métropole et se dire on est dans un département français. Le choc va être important et il y a un soutien à assurer pour la population sur le long terme, parce qu'il y aura aussi ce traumatisme-là, et même si on pourra compter sur leur capacité de résilience, il faudra pouvoir être présent pour les soutenir psychologiquement. Je pense que l'ensemble de nos secouristes qui reviendront en métropole après avoir passé quelques semaines à Mayotte auront eux aussi besoin d'un soutien, parce que ce qu'ils vont vivre et découvrir sera certainement compliqué à absorber et à digérer, même si, encore une fois, la priorité et notre soutien, il est vers la population, et vous pouvez être assurés qu'ils feront le maximum pour donner le meilleur d'eux-mêmes et puis pour pouvoir secourir les gens qu'il y aura à secourir et les aider par n'importe quel moyen qu'ils pourront trouver sur place. Alors on va rentrer dans une dimension peut-être un peu plus politique de ce débat, ce qui a été fait ou n'a pas été fait avant et ce qui pourrait être fait après. Céline Soula, s'il y a autant de bidonvilles à Mayotte, est-ce que vous dites quoi? C'est par un manque de volonté politique des différents gouvernements depuis quoi, des décennies? Moi je pense que c'est quelque chose qui a commencé petit à petit, qui aurait pu peut-être... on aurait peut-être pu limiter ces arrivées massives. Mais on peut dire maintenant, mais comment? Je pense que la question... Alors, moi, je ne fais pas de la politique, mais je pense que la question, elle est au niveau au niveau de la manière dont Mayotte a évolué dans ses différents statuts. Après l'indépendance en 1975... Mayotte avait adopté immédiatement après 1975, après la séparation donc les trois îles qui sont restées donc indépendantes. Donc, je précise, Moélie, Anjouan et la Grande Comore sont devenues indépendantes. Mayotte est restée donc française. Je dis est restée, elle n'est pas devenue, parce que les gens pensent que c'est devenu français en 1975. Non, c'est français depuis 1841 et c'est resté français en 1975. Il y a eu ce choix. Et à partir de ce choix, il y a eu... Mayotte était collectivité territoriale. C'était le premier statut après cette séparation avec les autres îles des Comores.
il y avait ce statut qui fonctionnait très bien. Il était simple, il n'attirait pas grand monde. C'était tranquille. Au niveau même, je vais parler des impôts, par exemple, au niveau des impôts, au niveau de certains droits d'un département, n'étaient pas appliqués puisque c'était une collectivité, c'était différent. On s'en sortait très bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde, etc. Oui, ensuite Ensuite, il y a eu le statut de collectivité départementale. Oui. Je vais essayer de faire vite. Oui, départementale. Voilà, c'est important, mais parce que ça explique la situation actuelle. Voilà. Donc, mais alors, je vais essayer de synthétiser. Mais c'est vrai que la France, pendant toute cette période-là, ça a duré quand même des années, ne confortait pas ce statut. C'est-à-dire que il y a dans les discussions, si, je sais pas, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou si il y avait des soucis entre les Comores et Mayotte, c'était voilà, vous pourrez peut-être aller aux Comores, ça sera peut-être plus facile, etc. Et les gens ont dit non, nous on voudrait juste conforter ce statut, etc. Mais les choses n'ont pas été faites, c'est-à-dire les formations n'ont pas été faites, les écoles n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu un développement qui correspondait à ça, à ce que les gens entendaient. Voilà. Et puis ils se sont dit peut-être qu'on n'a pas le bon statut, on va peut-être taper plus fort. Si on est peut-être département, on sera écouté. On aura une évolution différente, on sera peut-être écouté, on sera peut-être regardé, on va peut-être s'occuper des infrastructures, des écoles, etc. Donc les gens sont passés à la vitesse supérieure, c'est-à-dire le département, qui n'est pas forcément, voilà, qui a été beaucoup plus, qui a du coup commencé à attiser. Donc, j'allais dire les convoitises, on vient, c'est près de l'Europe, on a, voilà, c'est la porte de l'Europe, on peut, c'est un statut qui protège peut-être mieux, on peut, etc. Donc, les gens ont commencé à rentrer. Mais je ne parle pas seulement des Comoriens, et je ne parle pas que des Comoriens. Il y a eu parce que voilà, il n'y a pas que. Il y a et donc là, d'un seul coup, la population de l'île s'est mise à grossir, et les infrastructures, évidemment, étaient encore moins adaptées. Sauf qu'ils n'ont pas suivi. D'accord. Voilà. Et du coup, les gens commencent à venir de plus en plus, alors qu'effectivement, les statuts qui étaient avant, peut-être n'intéressent. Enfin, je ne dis pas que c'était pas que les gens ne venaient pas à Mayotte, mais c'était moins attractif, peut-être. Bon. Salama Ramia, aujourd'hui, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle de la nécessité de légiférer sur l'immigration, notamment à Mayotte. Est-ce que c'est le moment de poser cette question? Est-ce que c'est trop tôt pour vous? Pour moi, c'est pas trop tôt. Il est temps de légiférer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'immigration est là. Alors, je vais vous donner un exemple. En moins de 24 heures du cyclone, donc on a vu tous ces cases en tôle qui ont été détruites. Je peux vous assurer aujourd'hui, ça a été reconstruit au même endroit. Ça, il faut, sur toute l'île. Hein, j'ai pris contact aussi avec d'autres communes et celles que j'ai réussi à joindre. Donc, il y a, en fait, ces cases illégales reviennent. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut légiférer déjà sur la construction, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai essayé, je me demandais, mais pourquoi on laisse faire? On le voit, ça se passe devant nos yeux, et on voit ces personnes qui reconstruisent ces cases. Vous venez de le dire, on est sur une zone cyclonique où il y a risque que ça revienne, donc on va revivre la même chose. Donc oui, il faut légiférer. Et aussi peut-être aussi plus de fermeté au niveau de l'entrée, parce qu'aujourd'hui on sait tous les jours ça continue malgré la situation, il y a quand même toujours des entrées à Mayotte. Donc il est temps. Maintenant c'est le combat, le débat qui a été en tout cas, je ne dirais pas mené, mais la demande première des Mahorais qui est cette fameuse carte de séjour territorialisée. Quand une personne à Mayotte a une carte de séjour, elle est bloquée à Mayotte. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'allais dire le Comorien, quand il vient à Mayotte, bon, on l'accueille, on lui donne une carte de séjour, mais on le garde à Mayotte. Il ne peut pas quitter Mayotte. Donc oui, je pense qu'il faut maintenant qu'on prenne nos responsabilités, qu'on légifère là-dessus. Bon, on va continuer de parler de la réponse politique et Sophie, de ce choix du Premier ministre de présider le conseil municipal de sa ville de Pau hier soir. Pour désigner François Bayrou, vous nous parlez du Kabourou, c'est quoi? Oui, alors évidemment, ça paraît décalé, mais de fait, c'est un mot du Béarn. Oui. Du Béarn, nous connaissons des paysages très verts, des vallées, des fromages, des brebis, des loups et des ours dans des vallées reculées qui traînent leurs truffes à flanc de montagne. Mais il y a aussi le Kabourou, et ce sont ces hommes d'âge mûr à la tête dure. L'un d'eux vient d'entrer à Matignon, et c'est François Bayrou, à 73 ans. Par son entêtement, il a pu mêler, Thomas, ses rêves d'enfant, bègue et bavard, à la situation dramatique de
notre pays et tente d'un coup que beaucoup disent perdant. Trouver une voie, c'est une autre spécialité pyrénéenne. Sauf que ces premiers pas donnent peut-être l'impression qu'il pourrait dévisser. Eh bien évidemment, sa volonté de se rendre lundi à Pau, sa ville, pour le conseil municipal, alors que la métropole, nous prenions connaissance du drame absolu que vit le 101e département à Mayotte. Et ça a été évidemment extrêmement mal perçu. Faute annexe complémentaire, il s'y est rendu en avion Falcon X et c'est coûteux de la République française, c'est coûteux environnementalement et pécuniairement. La seule ligne aérienne qui desservait Pau depuis Paris a effectué son dernier vol en octobre. Peut-être aurait-il pu l'entendre comme un signe de la Providence. François, ce n'est pas une bonne idée de venir à Pau. Sauf qu'il y a un message politique. Pourquoi cet entêtement ? Eh bien, ses opposants, dont un ancien chef de l'État qui lui est notoirement hostile, crient ou font crier à la faute lourde pour le faire déraper avant même qu'il tente de faire voter un budget. Mais en même temps, comment leur donner tort les arguments avancés par François Bayrou, selon lesquels donc, Bruno Retailleau était déjà sur place à Mayotte, ne portent pas. Le nouveau chef de gouvernement pouvait au moins rester à Paris, assister en présentiel à la réunion de crise sur l'archipel. L'annonce de la visite prochaine d'Emmanuel Macron va l'affaiblir encore, se mettant en valeur l'absence de François Bayrou. François Bayrou qui mise, lui, sur un argument. Bah oui. Il dit qu'il veut des politiques il veut un gouvernement aussi enraciné. Et c'est ce qu'il a dit cet après-midi à l'Assemblée. On l'écoute. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Si j'avais été dans une mairie du 7e arrondissement ou la mairie de Neuilly, vous auriez considéré, madame, que c'était très bien. Il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. En fait, François Bayrou, il veut renouer avec le cumul des mandats dans une sorte d'appel vintage aux mannes de Jacques Chirac, de Pierre Mauroy et de tant d'autres. Sauf que cet enracinement ne diffère pas vraiment de celui de Michel Barnier, un autre montagnard. Et ces liens au pays ne suffisent pas à faire une politique et ils masquent parfois mal l'envie de sauver une éventuelle sortie de secours. Merci beaucoup, Sophie. On vient d'apprendre en cette fin d'après-midi qu'Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra dans quelques heures, donc c'est imminent, à Mayotte. Céline Soula, il risque d'affronter une forme de colère populaire. C'est aussi à ça que doit s'attendre le président de la République. Parce que les gens, je pense qu'ils sont tellement dans l'urgence de survie. Je ne sais pas comment ils pourraient réagir. Ça peut être de la colère, ça peut être aussi de la résignation en disant oui, il vient, c'est bien, voilà. Mais nous, on veut juste boire et manger. Et ça, peut-être symboliquement, ça représentera quelque chose. Je pense que les gens attendent et puis ça sera bien. Mais si ça va être bien, pas bien, s'ils vont être en colère, ça c'est difficile parce que je pense que l'urgence est ailleurs. Mais je pose cette question parce que j'ai en tête la visite du Premier ministre espagnol, du président de région et du roi et de la reine d'Espagne. Les deux premiers s'échappent quand ils sentent la vindicte populaire. Le roi reste et plus que brutalement harangué par la foule. Arnaud Gossement, nos gouvernants, il y a une dimension intéressante, c'est-à-dire que ils affrontent une colère populaire. On verra bien ce qui se passe à Mayotte pour Emmanuel Macron, mais elle est aussi liée à quoi ? À une forme d'incapacité à prendre des mesures impopulaires auparavant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de politique, on peut effectivement étudier la valse des personnes, mais cette valse des personnes, elle a des conséquences ensuite bien plus profondes. Je vous donne un exemple très concret. Ça fait depuis 2023 qu'on nous annonce un plan national d'adaptation au changement climatique. Ce type d'événement a cruellement besoin de ce type de plan, notamment pour comment on va reconstruire, où est-ce qu'on va reconstruire, qui on va aider, comment on fait aussi en sorte d'anticiper les prochaines températures, etc. Ce plan, d'ailleurs, avant de venir ici, je l'ai regardé, j'ai regardé les débats, il n'est pas question de Mayotte. On parle beaucoup de la métropole, et c'est vrai que sur les départements et territoires d'outre-mer,
il n'en est presque pas question. Non seulement il n'en est presque pas question, mais on a des débats, est-ce qu'il fallait aller à Pau, etc., enfin, qui sont pathétiques par rapport... C'est une parenthèse, mais ça dit quelque chose. Du sens, quand même. Non, mais c'est pas une critique, mais on voit que la réaction du Premier ministre est totalement en décalage. Et même, pardon, le débat sur l'immigration, enfin, je veux dire, un peu de respect. Les personnes qui sont mortes, peu importe qu'elles avaient des papiers ou pas, je comprends même pas que ce débat arrive aujourd'hui. Donc il y a une forme de déconnexion totale des gouvernants. Je peux comprendre une partie de la colère, mais plus gravement, il y a des chantiers sur lesquels on est censé avancer, notamment en termes financiers pour l'adaptation. Et là, on a un chantier d'adaptation au changement climatique qui est vital, urgent, et on n'est pas prêt. Et justement, le président du groupe Lyot à l'Assemblée, Stéphane Lenormand, député évidemment, il posait cet après-midi une question au Premier ministre au nom de la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, Mayotte ravagée. Monsieur le Premier ministre, comprendrez-vous enfin la pleine mesure de cette catastrophe humanitaire? Quand déclarez-vous l'état d'urgence et débloquerez-vous les fonds exceptionnels pour aider au plus vite cette population? Quand allez-vous enfin répondre à l'appel de Mayotte? Monsieur le Premier ministre, nous avons été capables de reconstruire Notre-Dame en moins de 5 ans. C'est notre défi moral, humain, de reconstruire Mayotte mieux, autrement, plus rapidement. Reconstruire Mayotte, Salama Ramia, c'est quoi? C'est un défi national, évidemment, mais je dis ça, encore faut-il que les actes et donc l'argent suivent. Et tout à fait, il faut que l'argent suive, mais aussi qu'on réfléchisse bien comment on va reconstruire Mayotte, en tenant compte du contexte de Mayotte. Donc oui, tout à fait, c'est d'abord cette volonté de dire on va investir dans les infrastructures dont Mayotte a besoin et qu'on n'a pas fait pendant toutes ces années. Ça veut dire quoi, Arnaud Gosselin, reconstruire en tenant compte des risques climatiques? Normalement, pour un juriste, ça voudrait dire qu'il faudrait faire les choses légalement, c'est-à-dire monter des dossiers, avoir des bâtiments dont on est sûr que les matériaux, vous avez très bien parlé des matériaux traditionnels qui étaient beaucoup plus adaptés à ce type de climat que ces matériaux en tôle, en fer, en clous, etc., etc. Le problème, c'est que les procédures prennent du temps. On a su les alléger pour Notre-Dame, qui était citée. Donc on peut imaginer effectivement d'avoir une dérogation pour construire plus vite, mais évidemment, les gens veulent reconstruire immédiatement. Et on a vu la même chose à Nice, on a vu la même chose lorsque des personnes étaient victimes d'intempéries, de tempêtes, etc., etc. Même pendant la tempête Xynthia à la Faute-sur-Mer, les gens, lorsqu'on leur disait on va rendre inconstructible votre zone, il y avait une incompréhension aussi par rapport à la fameuse zone noire où les gens ne devaient pas y aller. Donc en fait, là, il y a un défi juridique qui est immense. Comment faire en sorte de reconstruire avec des procédures qui soient beaucoup plus courtes, mais qu'on ne fasse pas n'importe quoi? Parce que quand on fait beaucoup plus court, on fait parfois à nouveau n'importe quoi. Et ça suppose aussi des moyens colossaux. Ce n'est pas les assureurs qui vont prendre en charge. Donc il va y avoir un état de catastrophe naturelle, mais même les fonds qui sont censés répondre à ce type de crise sont notoirement insuffisants. Et il n'aura échappé à personne qu'on n'est pas dans une période spécialement de dépenses publiques à la mode. Donc oui, on a un vrai débat national parce que, encore une fois, c'est la France. Et ce qui arrive là commence à se produire aussi sur notre territoire. Juste un chiffre, d'ici à 2100, le territoire français au sens métropolitain va connaître une augmentation moyenne de 4 degrés. C'est-à-dire que par rapport au 19e, ça fait 15 degrés de plus. Donc il faut voir un petit peu dans quel climat... Donc il ne faut pas se dire oui, c'est loin, Non, c'est en train d'arriver effectivement partout sur nos territoires. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Madame la sénatrice Salama Ramia, sénatrice EPR de Mayotte. Ensemble pour la République. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.